Bienvenue sur Nexus, le dernier magazine est disponible près de chez vous. Vous pouvez le trouver en kiosque et bien sûr vous abonner sur nexus.fr. Aujourd'hui, on lance une nouvelle petite émission. On va essayer de voir ce que ça peut donner. On va parler des solutions démocratiques pour demain. On va parler du RIC. On va parler de comment est-ce que le citoyen peut gagner en pouvoir avec des groupes qui travaillent dedans, que ce soit des associations, des collectifs divers, parfois peut-être quelques petits partis politiques, pas ceux dont on parle tout le temps sur les médias surpayés, dont les partis sont aussi surpayés. Non, nous on s'intéresse aux citoyens qui cogitent aujourd'hui. Je suis avec Emma Robin qui vient de Vigimedia, une association qui justement défend une autre information dans les médias et qui notamment va manifester en bas des médias surpayés. Oui. Comment ça va, Emma ? Ça va et toi, Romain ? Content de lancer cette émission aujourd'hui. Très heureuse de lancer cette émission, très heureuse d'être dans justement ce que Vigimedia dénonce, que la démocratie est un des sujets très très absents des grands médias et un des sujets dont on va parler aujourd'hui, le RIC, qui est quasiment jamais abordé, voire proscrit. Ça, c'est un truc intéressant dans votre discours aussi avec Pascal de Vigimedia, c'est de dire, mais ces sujets-là, ils ne sont jamais abordés pas que dans Pascal, ces médias. Marie-Charlotte, Sylvain, toute l'équipe. On est tous vraiment choqués de voir à quel point ces sujets-là sont évités et à quel point, quand vous en parlez, vous êtes rejeté des grands médias, proscrits, vous n'êtes plus invité. J'ai oublié de rappeler, Emma est aussi animatrice dans les Cafés Nexus, le Café des Possibles qui est devenu le Café Nexus, et dans lesquels on fait des ateliers pour penser le monde de demain, et dans lesquels vous pouvez venir aussi pour créer vos propres ateliers si vous voulez. Nous, on vous aide à les installer. Et aujourd'hui, Emma, tu voulais inviter comme première invitée Fabrice Grimal, qui est avec nous, qui est entrepreneur, écrivain, qui avait été candidat à la présidentielle en 2022. Et on va en parler notamment aussi. Et tu es aussi animateur sur Toxin, média alternatif également, du RIC de la semaine, où justement tu as fait depuis 6 mois, 1 an, toute une chronique sur comment est-ce qu'on peut développer le RIC en France. Merci d'être chez nous. Merci à vous de me recevoir, merci Romain. Alors, première question, quel est ton constat sur la société avant les présidentielles ? Un constat général sur le monde actuel. Est-ce que le citoyen est assez protégé, fièrement, par les institutions Les enfants de 15 ans vont bientôt être protégés sur les réseaux sociaux, c'est déjà ça de fait, donc ça avance. Non, au contraire, il n'est pas protégé, il est plus invisibilisé que jamais, ce qui était la cause qui avait déclenché les Gilets jaunes, on s'en souvient à l'époque. Et le système politique reste bloqué. Il est peut-être en voie de déblocage, je pense qu'on en parlera, parce que l'issue de cette présidentielle est plus incertaine que les précédentes. Mais effectivement, on va encore avoir vraisemblablement le système contre le fascisme, et c'est un schéma qui commence à être un petit peu lassant, qui enferme les Français dans une fausse alternative. Et tout le monde sait ça, je pense que je n'ai pas besoin de trop développer, mais tout va se jouer autour de ça. Et ce que je perçois là-dedans, sans évidemment, ai-je besoin de préciser, jamais avoir été ni un soutien ni un militant du Rassemblement national, c'est qu'il y a, je pense, une hypothèque à lever dans le système politique français. C'est l'hypothèque RN. Et cette hypothèque prend la forme de menaces, en fait, comme on ne les a jamais eues. C'est très facile de dire qu'une fois au pouvoir, ils déchaîneront les hordes fascistes, qu'ils interdiront tout, ils censureront tout le monde, ils expulseront des millions. Et quand on s'apercevra une fois au pouvoir que ce n'est pas le cas et qu'à la place, on se débat plutôt avec un certain type d'incompétence économique, un certain type de clientélisme nouveau et d'une nouvelle version de l'ancien, avec peut-être certaines choses améliorées, certaines choses dégradées, mais que la grande menace ne sera pas mise à exécution, que le RN réussisse ou pas une fois au pouvoir, indépendamment de ça, quoi qu'il arrive par la suite, le discours devra changer. L'ambiance générale devra changer, les points de polarité pour ou contre le RN, pour ou contre l'immigration, seront obligés d'évoluer. Et là, peut-être qu'il y aura de la place pour des débats sur la démocratie directe, qui aujourd'hui sont complètement étouffés par les priorités, j'allais dire des Français, mais qui sont avant tout les priorités médiatiques, mais certaines sont légitimes, quand c'est la guerre, quand des incendies ravagent une région entière, quand il y a des meurtres et des attaques au couteau toutes les semaines. C'est vrai que l'actualité est quand même bien remplie. Vous aviez fait le constat qu'on ne parlait pas du RIC dans les médias et que ceux qui s'amusaient à en parler étaient catégorisés et qu'on ne les retrouvait plus.
c'est pas cette campagne-là. Je pense que le RIC va être un vrai sujet. Il va être présent dans certains programmes. Vous pensez que la démocratie aura pas du tout de place pendant la campagne? Si, elle aura une place, puisque un certain nombre de partis prônent le RIC. Bon, mais ceux qui prônent le RIC stricto sensu vont peut-être pas forcément avoir 500 signatures. Mais beaucoup parlent au moins de référendum. Voilà, ils promettent des référendums. Le dernier qui a promis un référendum, c'est Emmanuel Macron. Il en avait promis 2 ou 3, il en aura fait 0. Mais on n'est pas surpris, on est plus surpris à ce stade. On est même plus déçus. On savait que ça finirait comme ça. Mais un certain nombre d'autres partis, RN en tête, disent qu'ils vont faire valider une toute ou partie de leur programme par référendum. Et ça ouvre une fenêtre. Ça reconditionne les Français à penser qu'on pourrait éventuellement leur demander leur avis, les intéresser déjà au phénomène référendaire en règle générale, s'apercevoir que la France, depuis au moins 150 ans, a une petite tradition référendaire, je ne dis pas comme la Suisse du tout, hein, mais plus que d'autres pays en tout cas, et que la Ve République a été conçue. Un des gros piliers de la Ve République, c'est le lien direct peuple-président via des questions posées, binaires, et on aura l'occasion, je pense aussi, de parler quand on rentrera dans le détail de l'aspect binaire du RIC. Et l'émission sur Toxin, le RIC de la semaine, a bien démontré ça, parce qu'on pose des questions de référendum, donc des questions très binaires. Et beaucoup d'invités veulent se positionner entre deux, apporter des nuances, dire moi je la voterais bien s'il y avait ça. Mais il n'y a pas ça, mon ami. C'est pas cette question-là. C'est pas ta question à toi, individu, qui est passée. C'est la question qui a reçu 1 million de signatures et qu'on simulait au moment de l'émission. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire qu'un référendum, c'est une question posée, quoi. C'est pas la question d'à côté. Et c'est une question qui doit être actionnable immédiatement. C'est une loi qui doit être appliquée telle qu'elle immédiatement. On a réfléchi à tout ça pendant les Gilets jaunes, quand on a créé le gouvernement alternatif des Gilets jaunes, que derrière, on a uni d'autres groupes pour faire un programme commun. On a réfléchi à tout ça. Dans le lot, il y avait des gens qui se méfiaient du RIC. Et on est arrivé à des compromis où, effectivement, on proposait le RIC en toute matière, mais il y avait des garde-fous qui, à l'époque, ne plaisaient pas vraiment à notre ami Étienne. Par exemple, à Étienne Chouard, par exemple, un comité citoyen tiré au sort, renouvelé tous les 6 mois ou tous les ans, dont le but était de dresser l'agenda des RIC. Si 2 RIC similaires, plus ou moins similaires, étaient lancés en même temps et atteignaient plus ou moins en même temps 1 million de signatures, ça c'est un cas... C'est plein de cas comme ça, en fait, la réflexion sur le RIC. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le premier, parce que juste il a été fait le 2 juillet, alors que l'autre a été fait le 7 juillet, c'est ça, c'est tout ? Il y en a un qui a reçu 1,5 million de signatures, l'autre 4 millions. Lequel est prioritaire ? Celui qui a reçu 4 millions, comment on décide ? Nous, on disait, les seuls qui peuvent décider, c'est un comité citoyen, tiré au sort, qui décide dans quel ordre il met les RIC, qui décide s'il y a matière à modifier la question pour intégrer 2 RIC en un, à trouver des compromis. Il faudra le faire. Et les seuls qui, Étienne a raison là-dessus, c'est certainement pas les politiques, certainement pas les élus qui doivent mettre leur doigt là-dedans. À la seconde où ils mettraient le doigt là-dedans, tout le système serait vicié. Ça ne peut être qu'un comité citoyen tiré au sort. Pourquoi un comité citoyen ? Parce que ça doit venir du peuple, ça doit être... En fait, j'aime beaucoup les comités citoyens, donc je pose la question. En fait, c'est surtout, d'abord, avant tout, la vertu du tirage au sort. Ça, je sais qu'on est d'accord là-dessus avec Étienne. Le tirage au sort est bourré de vertus. Il n'est pas la réponse à tout. Il ne résout pas tous les problèmes. On ne peut pas avoir une Assemblée nationale intégralement tirée au sort. Dans les gens tirés au sort, alors, il y en a qui disent on tirerait au sort des poivreaux. Oui, peut-être qu'il y aurait un poivreau. Bon. Ce serait représentatif. Et puis, on a déjà des députés poivreaux. On a des députés camés. Donc, il y aurait peut-être moins de députés camés. Mais alors, peut-être pour revenir sur le sujet du RIC, une question, une remarque. Première remarque, en Suisse, quand une initiative passe, souvent il y a un contre-projet fédéral qui ressemble beaucoup à l'initiative. Donc, ça fait 2 propositions très, très similaires. Et le peuple vote sur les 2 et choisit entre les 2. Où ça pose pas tant de problèmes que ça à cet endroit-là. Et du coup, la deuxième question, dans l'émission RIC de Toxin que tu animes, qu'est-ce que c'est un peu votre définition du RIC ? Et pour rappeler, un référendum d'initiative citoyenne. Alors, d'abord sur la Suisse, le système suisse est moins simple qu'on le pense. Il y a différents types de référendums en fonction des questions posées, en fonction si c'est municipal, cantonal ou fédéral. À chaque échelon, il y a des modalités différentes. Il y a des comités qui portent une initiative, mais qui ne rédigent pas forcément la question intégralement. Il y a le Parlement local ou fédéral qui a
l'initiative de réécrire la question, il peut même éventuellement la refuser sous certaines conditions, et puis surtout, une fois que la question est sur la table, là, il peut tout à fait y avoir 100% des médias qui sont contre, 100% des politiciens qui sont contre, et à partir de là, les Suisses vont vraisemblablement voter contre, comme ça a été le cas pour l'initiative Monnaie Pleine, qui était une idée très, très, très intéressante. C'était, je crois, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'était pas, encore une fois... Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. C'était pas, encore une fois, pas la solution à tout. Non, mais au niveau monétaire, c'était très, très, très intéressant. Il y a des choses à s'inspirer vraiment dans cette idée. Ils l'ont rejeté assez largement parce que le lobby bancaire suisse a fait en sorte que tous les médias expliquent que ce serait le chaos bancaire et que la Suisse perdrait, avec les chocolats, sa deuxième plus grosse économie, qui est effectivement le secteur bancaire. Il me semble que d'après une interview de Chloé Framery sur Nexus, ça allait même jusqu'à l'argumentaire, le papier qui est diffusé par les organisateurs du référendum, qui mentaient sur l'initiative sur le Monnaie Pleine. Donc c'était vraiment... oui, bien sûr. Non, mais tous les coups sont permis, en fait. C'est pour ça que si on imagine un RIC à la française, il faut des garde-fous. Il faut des sacrés garde-fous. Et on en vient justement au RIC Tocsin. Dont le comité citoyen. Dont le comité citoyen tiré au sort. Et juste en deux mots, l'intérêt du tirage au sort, c'est que on est, je ne vais pas dire pas corruptible, mais on est moins corruptible. C'est-à-dire que les cabinets de lobbying, quand il y a une nouvelle fournée de députés à l'Assemblée nationale française ou une nouvelle fournée de députés au Parlement de Strasbourg et de Bruxelles, au Parlement européen, ils savent qu'ils ont 5 ans pour faire des listes, faire des enquêtes sur chaque député, des enquêtes de moralité, savoir quels moyens de pression on peut avoir sur eux, savoir à partir de combien ils sont achetables. Et à chaque fois qu'il y a des testings, bingo, les 3/4 des mecs qui sont testés tombent dans le panneau et se laissent corrompre. Bon, c'est institutionnalisé. Et le boulot de ces cabinets de lobbying, c'est de connaître chaque député par cœur et tout ça. Et ça leur prend au moins 6 mois, je veux dire, de faire ce travail. Et après, ils peuvent commencer à corrompre pour de vrai. Enfin, faire du lobbying, pardon. Pas faire de diffamation contre personne. Mais voilà, je ne vais pas citer de nom. Mais le tirage au sort pour ça les embête énormément parce que la veille, on ne sait pas qui va être tiré au sort. Le gars, on ne sait pas qui c'est. Ça se trouve, il n'a aucune trace sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas sa vie. Il n'est pas lié à des circuits économiques, à des loges, à des choses comme ça. On peut difficilement le tracer. Et puis, le temps qu'on fasse le travail pour essayer de savoir à combien il partirait et tout, il y a déjà 4 mois de passé et le mandat du gars, c'est 6 mois. Et après, il faut recommencer. Donc, au-delà de la moralité des gens tirés au sort, au-delà de l'efficacité du système, au moins déjà sur la corruption, on gagne quelque chose de très, très, très important. Et donc, vous disiez le RIC Tocsin. Nous, on est parti du RIC le plus large possible. On s'est dit, on va proposer des RIC constituants, des RIC législatifs, des RIC abrogatoires et des RIC révocatoires. Voilà. C'est quoi la différence entre tous ces RIC ? Alors, le RIC constituant a pour but de modifier directement la Constitution, c'est-à-dire vous posez une question, approuvez-vous le fait qu'on modifie le titre 55, par exemple, de l'Europe, et qu'à la place... Ça concerne des questions de la Constitution. De révision de la Constitution. Des morceaux de la Constitution qu'on remplace par d'autres dans le cadre d'un référendum. Après, il y a le RIC législatif qui a pour but d'implémenter une loi nouvelle ou de modifier une loi existante. Ensuite, alors, il faut faire très attention aux lois qui concernent des impôts. Parce que c'est très facile de faire de la démagogie, de dire aux gens, on ne supprimerait pas l'impôt sur le revenu. C'est vrai qu'il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Je suis d'accord, on me poserait la question, je voterais pour le supprimer. Les Italiens ont un RIC législatif qui est limité à justement tout sauf les questions. Sauf les questions financières. Exactement. Voilà. Ce qui fait, alors, outre les problèmes de procédure qui fait qu'il est très très dur à déclencher, mais ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir en fait. Ils l'ont ni de manière constituante, ni vraiment de manière Après, tout dépend comment c'est écrit. C'est-à-dire que si c'est spécifiquement des lois de finances, qu'on exclut spécifiquement les lois de finances et les projets rectificatifs de lois de finances ou l'équivalent italien des RIC, on peut quand même faire des lois sur d'autres choses, enfin des référendums sur d'autres choses. Mais si on écrit dans la loi que le RIC, dès qu'il y a 1 euro mis en jeu dans la question, ça y est, c'est fini, c'est du financier, donc on n'en parle plus. On va se contenter que de l'euthanasie, on va se contenter que du mariage gay, enfin de la PMA, de la GPA, de choses comme ça. Tu parles que de questions sociales et tu parles plus de questions financières. Donc le meilleur à la limite, c'est de tout laisser ouvert, de dire aux gens, ok, si vous voulez annuler l'impôt sur le revenu, faites-le, pas de problème. C'est à vos élus derrière
de charbonner pour trouver l'argent dont vous venez de les priver. Voilà. Ils vont devoir le trouver ailleurs et peut-être ça va vous déplaire. Après, effectivement, il y a un risque, c'est que les gens annulent 5 impôts la même année, 5 impôts importants, sans les remplacer. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? C'est le chaos financier. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas un dispositif disant OK, mais alors un RIC qui supprime quelque chose doit être couplé à un RIC qui propose quelque chose. Et le problème, c'est que si on n'est pas d'accord avec l'impôt nouveau, on va voter contre l'abrogation de l'impôt ancien, alors qu'à la base, on voulait l'enlever. Vous me suivez ? Dès qu'on lit 2 choses ensemble, c'est le deuxième qui compte le plus, en fait. S'il n'y a pas une unité de matière dans la question, c'est ça. On perd vite. C'est très complexe. Nous, on animait une émission sur Tocsin où globalement on posait les questions. Le but était d'avoir des débats sur ces questions-là. Donc, moi, au début, j'expliquais, je disais voilà, ça c'est un RIC législatif. Bon, attention, une fois que le public Tocsin aura voté pour ce truc, je me doutais qu'il voterait pour ce truc. Là, on perd 40 milliards. Donc, après, derrière, il faut les retrouver. Voilà, on se débrouille avec ça. Après, le RIC abrogatoire, c'est pour supprimer purement et simplement une loi, sans forcément la remplacer, toujours pareil. Avant d'aller sur toutes ces idées-là, c'est très intéressant, tu vois, par exemple, ce débat-là sur l'impôt sur le revenu. C'est qu'est-ce qu'on recherche à la fin, quelle est notre stratégie démocratique. Finalement, si ton but, c'est de mettre du référendum, de mettre du pouvoir citoyen, mais que tu te dis, dès qu'il y a des questions économiques, non, c'est des moutons, ils vont pas être capables de voter là-dessus. Est-ce que tu te limites pas ? Est-ce que tu mets pas un plafond ? Où est-ce que tu mets le plafond du RIC ? Si tu mets un plafond. Si tu te considères, si nous on promeut le RIC d'une certaine manière, on fait des émissions là-dessus, etc. Est-ce que c'est pas pour se dire, du coup, il va y avoir, on va augmenter l'autonomie sur ces questions-là. Et on va se dire, on met un référendum, par contre, vous votez en conscience. Oui. Vous montez en oui, et les Suisses ont montré qu'il y avait des questions démagogiques, relativement démagogiques à l'échelle de la Suisse qui avaient été posées, ils ont voté contre. Régulièrement. En fait, ils ont plutôt voté contre que pour quand on regarde tout l'historique des référendums suisses depuis, je crois, 1890 à peu près quand ça a commencé. Je regardais l'historique pour l'émission, à voir si on pouvait leur piquer des questions. Et des fois, il y a des questions. Il y en a une dernièrement assez démago sur l'immigration. Ils ont voté contre. Alors, tout le monde s'attendait à ce qu'ils votent pour. Et si la question est mal formulée, ils le savent, ils le sentent. Si des gens sérieux à la télé leur disent votez pas pour ce truc parce que c'est mal foutu, faites-en un autre mieux foutu parce que celui-là vraiment, regardez les effets pervers, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les gens, ils sont tout à fait capables. Enfin, c'est pour ça qu'on veut le RIC, parce qu'on pense que les gens sont capables de comprendre les enjeux et de voter en conscience. Voilà. C'est un outil qui permet de monter en compétences, justement. Mais les citoyens suisses sont quand même... À chaque fois, ça les incite à se renseigner, à se documenter, à regarder les débats. Il faut qu'il y ait plein de débats. Évidemment, il y a la partie, ça on y avait réfléchi avec la Concorde citoyenne, évidemment, et tous les gens qui pensent au RIC qui réfléchissent, c'est l'aspect médiatique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une véritable ARCOM reprise en main qui garantit qu'en période de débat référendaire, c'est-à-dire à peu près tout le temps, parce que si on donnait le RIC aux Français... Globalement, ça c'est pareil. Est-ce qu'on ne met pas de règles et donc il y a 3 RIC tous les week-ends ? Et les gens vont objectivement se lasser. Et quand on fait des déplacements, qu'on dit depuis 6 ans, on a parlé avec des centaines de gens sur ces sujets-là, ils nous disent je ne veux pas voter tous les week-ends. Regrouper les trucs. C'est parfaitement faisable. Tout le monde pense à la Suisse, moi je pense aux États-Unis, qui ont une culture référendaire. La Californie, c'est le plus. Il y a l'Oregon, mais il y a aussi d'autres États américains, où en gros, ils profitent d'une élection, qui peut être le Sénat ou le Parlement de l'État, ou les élections présidentielles, ou fédérales, quelconque en fait. Et il y a de l'initiative citoyenne, dans une certaine mesure, et il y a le Parlement local, à chaque fois, qui décide un certain nombre de questions. Et ils peuvent poser 50 questions d'un coup au peuple, à leurs administrés de la zone. Ils envoient le bulletin de vote Trump-Kamala, et à côté, il y a un livret paix comme ça, avec les 50 questions posées et ce qu'ils appellent les pros and cons, c'est-à-dire que chaque partie de l'hémicycle local a rédigé un argumentaire pour et contre chaque question posée. Et c'est pas juste est-ce qu'on arrose les bégonias dans l'allée. Au milieu des 50 questions, il y a 5 ans, il y avait le mariage gay. Par exemple. Donc des questions hyper importantes et qui sont traitées par référendum, normalement au milieu de 49 autres, et tout le monde trouve ça parfaitement normal et traditionnel. Alors que les Américains, on le sait, ils ont une tradition de ne pas aller voter, de se désintéresser assez largement de la vie politique de leur pays. Ils votent beaucoup moins que nous, historiquement. Quand nous, on vote à 50, 60, 65, eux, ils votent à 30, 40, généralement, %.
Et ben malgré ça, peut-être qu'ils votent pas beaucoup à ces trucs-là. Par contre, ils votent pour les référendums pour choisir directement les choses. Donc on peut chaque trimestre, par exemple, prendre 10 questions puis les poser aux Français. Alexandre Jardin dit même qu'avec la blockchain, une appli bien foutue. Moi, dès que c'est numérique... Oui, moi j'ai mes réserves aussi. Aïe. Ce serait intéressant d'en Il discuter. y a toujours plus malin que celui qui se croit malin en matière numérique. Hein. Et Tu avais une autre question Alors, pour revenir un petit peu sur l'initiative citoyenne et sur les différentes matières, peut-être une question sur le RIC de convocation d'une assemblée tirée au sort. Celui-là, est-ce que ça vous arrive de faire des débats à Tocsin sur ce genre de matière-là ? alors, on a fait un débat sur le tirage au sort. Non, pardon. Sur le RIC Pardon, on ne l'a de pas fait, je voulais le faire. D'une D'une assemblée constituante ou d'une assemblée tout court? Justement, c'est un peu la matière à préciser, comme on l'écrit. Et peut-être la question sous-jacente de ma question, c'est est-ce que vous avez surtout une émission qui met en scène le débat si on avait un RIC, ou est-ce que de temps en temps, vous arrivez à débattre le RIC en lui-même? C'est ce qu'on a fait. Le principe de base, c'est que c'est une émission de débat. C'était l'émission de débat de Tocsin. L'année prochaine, on change de format. D'accord. On se disait avant l'émission, on a traité un peu tous les sujets ricables. Le but, c'est d'imaginer, en prenant basiquement les sondages, on prend la liste des revendications des Français, celles qui sont à 70, 80, des fois 90%, et on les croise avec celles qui sont complètement refusées par le pouvoir. On sait que ça n'arrivera jamais, que jamais un député En Marche proposera ça, jamais. Bon, l'Assemblée ne votera jamais. Donc il faut débloquer la situation. On a pris la liste de tous ces trucs-là. Évidemment, dans le tas, on va me dire, il y a quand même beaucoup de sujets immigration. Bah oui, c'est un des sujets prioritaires des Français et on ne peut pas l'aborder. Alors, le RN dit, à notre arrivée au pouvoir, on va prendre tout notre programme migratoire, on va en faire un package qu'on va proposer par référendum. Ça, c'est la technique présidentielle. Donc c'est la technique référendaire à l'ancienne, 5e République, où on fait voter un énorme paquet de lois d'un coup et tout ça. Le RIC, c'est pas ça. Le comité qui va écrire son RIC à Montluçon, il va pas forcément écrire un projet gigantesque où tout le monde dedans va trouver un truc qui lui plaît pas et du coup pas le voter. Il va plutôt se concentrer sur une question importante et traiter les sujets question par question. Voilà, parce qu'on peut tout à fait être contre le regroupement familial, pour rester sur le sujet migratoire, mais vouloir qu'il y ait 2 fois plus d'étudiants étrangers, parce qu'on pense que c'est le rayonnement et tout ça. Par exemple. Et l'aspect boîte de chocolat des programmes politiques, où il y a toujours des trucs qui nous plaisent, des trucs qui nous plaisent pas, affaiblit la chose. Donc on est parti de ce constat-là, nous, pour le RIC Tocsin. On pose des questions une par une, chaque semaine, donc on en a fait 35. Et on a commencé par la peine de mort, parce qu'on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Voilà. Le public Tocsin, on a vu qu'il était, je n'ai pas envie de le catégoriser, mais en fonction de ses réponses aux questions, parce qu'à chaque fois on faisait voter le public en direct dans l'émission, on voit que il est pour la peine de mort, il est pour le retour du service militaire, il est pour la sortie de l'OTAN, il est pour la sortie de l'Union européenne, il est pour, et massivement, c'est des votes à 80%. Des fois, il y a des votes moins tranchés, le retour des maisons closes. Le public de Tocsin était contre, il était pour la légalisation du cannabis. Il faudrait que tous les médias on en fasse, comme ça on verrait la diversité. Il me semble qu'il y a... Comment il s'appelle ? Je suis pas sûr que chez nous il y ait le service militaire. Je crois que fort, c'est François Boulot sur sa chaîne Praxis qui essaie de faire ça aussi, de faire un site internet où on peut voter. Ouais, c'est ça. Il fait ça. Il a un système, il est venu l'expliquer chez nous d'ailleurs. Il a un système où les gens proposent des questions et où il y a des débats sur lesquels sont les plus importantes, elles sont classées, et puis après on peut voter en direct. Mais on s'aperçoit que les gens ils veulent à peu près tous la même chose, ils sont raisonnables, mais ils en ont marre que depuis 20 ans, 30 ans, leur revendication principale, et j'ai parlé immigration, je ne vais pas s'arc-bouter là-dessus, il y a la souveraineté, il y a l'économie, il y a les impôts, il y a tout un tas de choses. Des aspects sociétaux aussi, qui ne sont jamais pris en compte. Les retraites, voilà, ça ne va jamais dans le sens que les Français veulent. Et les Français, ils ne sont pas débiles, ils ne sont pas victimes de démagogues en pensant qu'on pourrait supprimer tous les impôts et avoir la retraite à 58 ans. Et personne ne pense ça dans le pays. On est tous à peu près raisonnables, on sait compter. Et le RIC Tocsin avait pour but de montrer ça, de montrer à quoi ressembleraient des débats de RIC si on avait le RIC, donc sur des débats réellement contradictoires, avec une ARCOM qui dirait « Attendez, dans chaque débat, je veux un pour et un contre. S'il y a 2 pour, il faut qu'il y ait 2 contre. » Et le journaliste, attention, s'il commence à montrer son avis, il dégage. Moi, en 35 émissions,
peut-être que mon avis s'est vu dans les questions que je posais, je dis pas le contraire, mais une seule fois, j'ai pris parti très explicitement, c'était sur notre RIC révocatoire, faut-il mettre Paris sous tutelle ? Là, vers la fin de l'émission, j'avoue, j'ai pris parti. Alors, RIC En tant révocatoire. que parisien, j'ai pris parti pour Voilà. virer la mairie de Paris, enfin toute l'équipe de la mairie de Paris, et la donner au préfet, voilà, qui n'est pas spécialement mon pote, mais dont je présume qu'il ferait forcément mieux le travail. La matière révocatoire qui permet donc de révoquer un élu. De révoquer un élu, Pas à confondre avec le RIC veto qui permet d'abroger une loi. Voilà. Qui permet de, pas d'abroger, mais de bloquer une loi. de bloquer une loi qui est en train d'être discutée au Parlement. Voilà. Alors après, avec les délais du RIC, le temps qu'il y ait la question, le temps qu'elle recueille toutes les signatures, le temps qu'on décide de l'agenda, qu'on la mette, il se peut assez souvent que la loi soit passée et que du coup, ça devienne un RIC abrogatoire. Sauf quand des lois traînent éventuellement pendant des années, comme l'euthanasie, par exemple. ou d'autres éventuellement. C'est quand même étonnant de vouloir mettre le préfet à la place de la mairie de Paris. N'importe qui, un chien coiffé, une tique, C'est un gilet jaune. une punaise de lit à la place d'Hidalgo et Grégoire. Oui, non, mais d'accord, mais bon, préfet, on se souvient pendant les gilets jaunes, préfet. Alors, pendant les Gilets jaunes, C'est étonnant, quand même. pendant les Gilets jaunes, Préfet qui est préfet, maintenant ministre. pas cool, mais Il est ministre maintenant. il ne faut pas Un confondre. des deux, je dis. Il ne de faut pas bêtises, confondre mais deux il a choses. été, préfet. Paris est à la fois une commune et un département. Ouais. Toutes les communes toutes les régions et tous les départements ont un préfet de région ou de département. Mhm. Paris est le seul département à ne pas avoir de préfet. Il a un préfet de police et c'est celui à qui on a eu affaire dans les Gilets jaunes. Moi, le préfet dont je parle, c'est le secrétaire général de la préfecture d'Île-de-France qui a le statut de préfet de Paris, statut symbolique, ok, et c'est cette personne-là, qui est un fonctionnaire bon teint, mais n'importe qui, une tique. Mais ça se débat. Oui, ça se d'accord. débat. Une tique. Et puis, dans Oui. l'idéal, si on peut révoquer un élu par référendum d'initiative citoyenne, on peut peut-être aussi. Oui, relancer une élection. Exactement. Oui, mais alors, à Paris, quand on revote, qu'est-ce qui se passe ? Les Parisiens. La même chose, il se passe les Parisiens. Parisiens. Mais Voilà ce qui se passe. encore une fois, dans Et l'idéal. Paris n'appartient pas aux Moi, Parisiens. c'était un petit peu ma question sur le RIC convocation d'une assemblée tirée au sort, parce que tu parlais de l'ARCOM. Je pense que ce serait un super RIC, une fois qu'on a le RIC constituant à inscrire dans la Constitution, de tirer au sort l'ARCOM pour que les médias. Alors, effectivement. Ah oui. Effectivement, Passe. et ça faisait partie de notre programme de la Concorde citoyenne, c'était que... Qu'on comprenne bien, Vas-y, ton termine. idée, c'était que le comité de direction de l'ARCOM soit aussi voté au tirage au sort. C'est ça que tu voulais dire. Exactement. Et alors parmi qui L'ARCOM Des citoyens Alors, Attendez, parce que l'ARCOM, tout le monde ne connaît pas, Oui. c'est l'autorité de régulation. On est aussi L'ancien au CSA. Canada. voilà, Ah, des médias. Même CSA, ça veut rien dire pour ceux qui nous écoutent au Non, Canada. mais t'as là. raison de rappeler. Ah oui. C'est l'autorité de régulation des médias français. Voilà. Voilà, Et dont les dirigeants sont nommés par le président. c'est ça. Le Ils sont nommés par le président. Ils sont directement nommés par l'exécutif, effectivement, et c'est un des énièmes bastions socialistes avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, enfin socialo-macroniste, on va dire, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour des comptes, ARCOM. Mm. Voilà, comme ça c'est fait, c'est je réglé. Ils font 1,7% au présidentiel. Par contre, ils ont les 4 piliers administratifs de l'État. Il me semble que pour pirater un petit peu les médias qui propagent, on parlait de la Suisse où les médias sont très très forts pour... Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Pour pirater un petit peu les médias qui propagent, on parlait de la Suisse où les médias sont très très forts pour faire pencher d'un côté ou de l'autre, un ARCOM qui serait tiré au sort par un RIC de convocation d'assemblée tirée au sort, pourrait ouvrir complètement le débat. Alors tu les tires au sort parmi qui ? Parmi la population ? Et ben ça peut dépendre un petit peu, on peut avoir plusieurs propositions. Parce que nous, ce qu'on proposait, c'était de les tirer au sort parmi tous les détenteurs de la carte de presse. Par exemple, Voilà. il peut y avoir... encore une fois, moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir plusieurs propositions citoyennes, enfin plusieurs initiatives. On a la même Soit chose par du rapport côté à de la carte de justice. presse. En fait, Moi, j'ai la carte de presse, par exemple. si mais tu pourquoi veux. Alors en fait, on avait la même réflexion pour la justice et je vais englober les deux. On avait déjà mis avec toute notre réflexion citoyenne au moment des Gilets jaunes, on avait déjà mis on avait usé du tirage au sort, on avait abusé du tirage au sort. On avait un comité de surveillance ministérielle dans chaque ministère avec des mecs tirés au sort.
On avait ce fameux comité citoyen tiré au sort qui, lui, dont le boulot était de gérer le RIC. Et on ajoutait à ça qu'on sortait la justice du gouvernement. Le ministre de la Justice n'était plus que le chef des avocats de l'État. C'est-à-dire, son boulot était de défendre l'État quand il était administrativement envoyé au tribunal, c'est tout. Mais on créait une autorité 100% indépendante dont le chef suprême était élu au suffrage universel exactement comme le président de la République. On se retrouvait avec 2 élections nationales, une tous les 4 ans, une tous les 5 ans, où on élisait le garde des Sceaux et avec une campagne de 6 mois ou de 3 mois. Moi, je suis Monsieur Sévère. Avec moi, je vire la moitié des juges. La purge, ça urge. Et dès qu'un type est chopé en train de libérer un pédo, on reprend le pédo et le juge va avec lui en prison. Et avec moi, c'est prison ou pas prison. J'en mets 15 par cellule. Je m'en fous. Voilà, votez pour moi. Ensuite, tu as Monsieur un peu moins sévère, monsieur statu quo, Monsieur un peu laxiste, puis Monsieur très laxiste. Il faut plus de prison. Il faut transformer les commissariats en studios d'enregistrement, comme j'avais lu dans le programme du NPA une fois. Et on voit bien pour qui les Français votent. Et une fois qu'ils ont voté pour Monsieur Sévère, Monsieur Sévère, il est Dieu dans le truc, il applique. Il a pouvoir sur les juges. Mais vraiment, c'est-à-dire il n'y a plus d'indépendance. Indépendance, oui, mais pas par rapport aux Français. Et les Français, ils ont élu ce gars-là, et ce gars-là, s'il veut te virer, il te vire. Oui, indépendance. Parce qu'il a été élu pour te virer, en fait. Voilà. Et donc, évidemment, comme on ne pouvait pas les laisser entre eux, parce que c'est une caste. La justice, c'est une caste. Bon, il y a de tout. Il y a des juges, il y a des gros juges, il y a des petits juges, il y a des procureurs, il y a des greffiers, il y a des fonctionnaires, il y a la PJ, il y a tout ça. Et il est hors de question de les laisser entre eux, c'est un clan. Donc, l'idée était de tirer au sort des citoyens pour les surveiller et avoir un mot à dire là-dedans. Et pareil pour l'Arcom. Mais l'idée, c'était que le tirage au sort a d'énormes qualités dont on a parlé au début de l'émission, mais il a aussi 2-3 défauts. Les gens qui sont tirés au sort, et ça c'est tout le travail de Jacques Testard, ils doivent être formés sur le sujet pour lequel ils sont tirés au sort, parce que c'est pas toujours le cas. Et c'est bien gentil de parler dans le vide, mais à un moment donné, voilà, et une assemblée tirée au sort ou un comité tiré au sort doit avoir le pouvoir de désigner des experts. Et de faire passer ces experts, et qu'on ne refuse jamais un expert qui est désigné par ne serait-ce qu'un seul des membres du comité, quoi. Et ils peuvent venir et avoir tout le temps nécessaire pour éclairer le comité en question sur le sujet avec, bien sûr, du contradictoire. Ça prend du temps de former les gens. Et en plus, les gens, il faut qu'ils quittent leur boulot, il faut que l'État leur garantisse qu'ils vont le retrouver, comme quand on est tiré au sort à la correctionnelle, dans des tribunaux, des jurys de tribunaux correctionnels, et de cours d'assises, pardon. Il faut qu'on leur garantisse un salaire, il faut qu'on les loge parce que c'est à Paris que ça se passe, et ainsi de suite. Donc tout ça coûte très cher. Et si on veut garder l'aspect qu'ils sont renouvelés très vite, parce que comme ils ne sont pas corruptibles, ou moins corruptibles, ça implique qu'ils soient formés très vite. Et dans le cadre, par exemple, d'un truc comme l'Arcom, moi je tombe pas dans la démagogie de dire allez, on va se venger, on va être tiré au sort, on va tous les niquer parce que c'est des escrocs et voilà, et on va sabrer France 2, France Inter, France Info, CNews pour ceux qui n'aiment pas, allez, on va se lâcher et tout. Non, c'est quand même un milieu qui a ses codes, c'est un milieu qui a ses raisons de faire les choses. Des fois on n'est pas d'accord avec eux sur certains traitements et tout, mais il y a très souvent, mais des fois c'est honteux, des fois c'est honteux ce qu'ils font, ils mentent sciemment, des fois c'est juste de l'incompétence, ils ne sont pas au courant, et des fois ils pensent bien faire, et même des fois ils font bien. Et donc les détenteurs de la carte de presse sont des profils tellement variés, tellement nombreux, que tirer au sort parmi ces gens-là garantirait plus ou moins. On peut faire une discussion sur la carte de presse, mais je suis pas du tout d'accord sur la notion de diversité. Non, si mais tu fais voter tous ceux qui ont la carte de presse, globalement, tu arrives quelque part entre les Verts et le barycentre, il est quelque part entre les Verts et le PS, je pense. Quand ils font voter dans les écoles de... Parce que tu crois encore dans le monde institutionnel, partisan, politique? Non, mais leur positionnement politique moyen. Tu vois, mais après la variance est énorme. Il y a des gens. C'est quand tu crois. Je suis pas du tout d'accord parce que quand tu crois pour les partis, j'ai même pas envie de les citer, mais les partis que tu as cités là, qui sont les partis traditionnels, font tous partie d'un même système politique. C'est le système politique qu'on nous a vendu. Il y a d'autres manières de pouvoir faire de la politique qui promeut effectivement du pouvoir aux citoyens. Donc là, eux ne votent. Ces partis-là ne travaillent que pour la conquête du pouvoir et pour la représentation des citoyens. Bien sûr. Donc, ils sont tous d'accord. On nous fait croire qu'il y a une diversité politique alors qu'ils vont tous dans le même sens. Tu as tout à fait raison. Je parlais juste de leur positionnement politique moyen, un peu comme quand tu fais des
des petits questionnaires sur Internet, sur les réseaux, où à la fin de ton questionnaire, on te dit vous êtes 50% souverainistes, 50% européistes, tu vois, et à la fin, on te classe sur une... Ah oui, mais là, quand on dit ça, on parle avec ce que le pouvoir nous donne à manger. Tout à fait. Mais après, la carte de presse, c'est pas évident à obtenir. Je vois à Toxin ou ailleurs, quand on la demande, on ne l'obtient pas tout de suite, alors que pourtant, on fait un vrai travail journalistique. D'autant plus, pourquoi mettre effectivement la carte de presse là-dessus, tu vois, non, mais autre chose, si tu veux. C'était dans le programme d'il y a 5 ans. Tu vois, qu'on pourrait tout à fait modifier si on le reprenait aujourd'hui. Peut-être pour clore le débat, on verra quand on aura le référendum d'initiative citoyenne constituant, et puis peut-être chacun de vous deux proposerait une initiative citoyenne. Et on verrait laquelle. On verra bien à ce moment-là. Pour revenir un petit peu aux questions, Jean. Tant qu'on est sur les médias, l'Arcom, je viens de voir qu'ils ils sont sur Google. On peut voter pour on peut mettre des étoiles. Voilà, là ils ont 1 étoile sur 5. N'hésitez surtout pas à donner votre avis public de Nexus. Allez évaluer l'Arcom. Bon, intéressant. Étant donné qu'on est un petit peu dans les programmes politiques et les présidentielles, en 2022, vous aviez proposé votre candidature. Est-ce que ta candidature, est-ce qu'en 2027, c'est quelque chose que tu penses refaire? En plus, je viens de me rappeler, mais il me semble qu'il y avait Alexandre Langlois aussi de temps en temps sur l'émission Rick Toxin. Tout à fait. Il me semble aussi en 2022. Alexandre est un collaborateur de Toxin. Proposer une candidature Rick tous les deux. Il est chroniqueur régulier dans les émissions, et puis il a beaucoup travaillé sur l'émission de Berkoff. Et puis, à l'époque, vous n'étiez pas ensemble sur vos candidatures? Non, ça devait être notre ministre de l'Intérieur du gouvernement alternatif. Voilà, à ce moment-là, il s'est passé plein de choses. C'est un ancien agent de police qui aujourd'hui travaille dans les médias alternatifs. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on a eu un tracé un peu parallèle à cette époque-là. Et donc la réponse à ta question, évidemment, est non. Je n'y retourne pas cette fois. Une fois, ça m'a suffi. En fait, c'était une dynamique, si j'essaie de le raconter rapidement. Les Gilets jaunes ont commencé. Au bout de 6 mois, des gens venus de toute la France, qui étaient des figures locales ou des têtes de réseau, on va dire, se sont réunis à Paris pour essayer de créer un groupe commun qui aurait comme objectif de réunir un maximum de groupes pour essayer de donner une structure au mouvement, puisqu'on sentait bien, pas forcément lui donner un chef suprême, mais au moins essayer de lui donner une structure. Et pas forcément d'une seule voix, mais au moins quelque chose de représentatif de la grosse masse des Gilets jaunes, en essayant de marier des gens de gauche, des gens de droite, d'avoir un maximumum d'avis. Enfin, en fait, ce qui s'était passé, c'était cette fusion qui s'était passée dans la rue et qui fonctionnait très bien, lui donnait une espèce de face institutionnelle, avec évidemment pas un chef, mais un collectif de gens qui représentent tous dans leur coin des Gilets jaunes, des ronds-points, des choses comme ça. Les figures nationales nous ont dit, certaines dont on était très proches, nous ont dit en gros, allez-y, cartonnez, j'arriverai après. Figures nationales des Gilets jaunes, tu veux dire? Oui, ces figures-là, dont certaines sont... On a traversé tout ça en étant très amis et on est restés très amis. Mais là, ils ont dit, on n'y va pas, nous, brûle pour point, allez-y, faites des scores, et là, on vous rejoint. Non, mais je vais un peu vite et je suis un peu salaud avec eux. Mais en gros, l'idée, c'était ça. C'était, moi, si je m'engage avec vous, ça risque de déplaire à d'autres gens. Moi, j'ai envie de déplaire à personne parce que je déplais déjà suffisamment de gens. C'est déjà assez suffisamment compliqué comme ça. On perd des yeux, on perd des mains, on gagne pas un centime dans l'affaire. On passe des nuits en garde à vue, c'est déjà assez chiant comme ça. Donc, on va se calmer, montrez ce que vous valez, faites votre truc. Et voilà. Donc, on l'a fait. On a créé ce gouvernement alternatif qui était le projet qu'avait choisi le collectif. On a voté pour choisir quel projet. Il y a plein de projets. On a choisi celui-là. Finalement, c'était une sorte de parti politique des Gilets jaunes. Non, parce que les Gilets jaunes ne voulaient pas de parti. Il y a plein de choses qu'ils ne voulaient pas. En fait. Il y a plein de choses qu'ils voulaient, puis il y a plein de choses qu'ils ne voulaient pas. Et des fois, c'était difficilement compatible. Nous, on devait faire avec ça. Donc, ce n'était pas du tout un parti, c'était une association. Tout était symbolique. C'était un shadow gouvernement à l'anglaise avec des personnalités. L'idée, c'était de mélanger des personnalités qui avaient soutenu mordicus les Gilets jaunes et qui étaient des experts de leur domaine et qui, dans leurs revendications de leur domaine, collaient aux revendications des Gilets jaunes telles qu'elles avaient été exprimées par Commercy, Saint-Nazaire, donc qui étaient les ADA, et les grandes déclarations qui avaient été faites. ADA, Assemblée des Assemblées. Donc à l'époque, ils n'avaient pas encore fait la troisième, ils venaient à peine de faire la troisième.
Et il y avait un programme très clair, on est parti de cette base-là, et toutes les personnalités qu'on a nommées ministres, on leur a dit, voilà, il faut que tu acceptes ça, il faut que tu sois d'accord avec ça, c'est la base, et après, toi, tu vas nous amener ton expertise, tes idées. Et on ne voulait pas faire juste un gouvernement. Le but, c'était d'être une vraie équipe, un vrai collectif. Donc, on a tiré au sort 500 personnes qui ont été volontaires sur le site, qui nous ont donné leur classement des ministères dans lesquels ils voulaient travailler. Et on les a répartis dans les ministères en question. Ils constituaient les cabinets des ministres. Voilà. Et on a créé un embryon de programme, parce qu'il n'y avait pas tout, mais il y avait un certain nombre de choses déjà. Et à un moment donné, il y a un type un peu fou qui s'est dit, tiens, moi je vais unir tous les groupes qui ont des programmes, des idées, et on va faire un programme commun de tous les groupes citoyens, alternatifs, dissidents et tout ça. Il y avait 160 groupes convoqués, il y en a 6 qui ont répondu présent. Les autres disaient, on n'a pas assez bossé, on n'a rien à proposer, ou on propose un truc, mais on ne veut pas du reste. Et il est hors de question de négocier, pas de compromis. Nous, c'est notre truc et on se battra pour ce truc-là, pointe à la ligne. Bon, à la fin, il y en a 6. Il y en a un qui dit « Oulala, ça bosse, je ne suis pas habitué ». On est 5. Et il y en a un qui dit « Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je suis plus à l'extrême droite que l'extrême droite. Moi, c'est la Waffen demain matin pour nettoyer le pays. » D'accord, donc c'est nous qui ne voulons pas de toi. Voilà. Et on était 4 groupes sérieux qui avons créé un programme commun qui s'appelle la Concorde citoyenne.fr, voilà, où il y a tous les domaines chiffrés. Enfin bref, on a fait les choses bien. Et on s'est dit, il faut porter ça à la présidentielle, puisqu'on était à l'été 21. Et donc, voilà. Et donc, ils m'ont désigné pour représenter ce programme à l'élection présidentielle. Et je mets des gros guillemets, parce qu'évidemment, on savait bien qu'on n'aurait jamais les 500 signatures. On a essayé de faire tout le reste, c'est-à-dire de l'affichage dans toute la France, des réunions dans toute la France, le programme complet, le chiffrage, des interviews dans les médias. C'était à but de conquérir le pouvoir, ou ça avait pour but de venir mettre le bazar? Ça faisait partie des candidatures symboliques dont le but est de dire... Mais c'est quoi le but de la candidature? Le but était de défendre le programme. En fait, tout part, si tu veux, de ce que les médias ont dit de nous. Et le nous, c'est les Gilets jaunes au début du mouvement. Alcoolo, raciste, homophobe, incompétent, ignare. C'est le travail des médias surpayés. Hein. Voilà. Il y a un but médiatique. Attends, on les surpaye par nos impôts pour ça. Hein. Pour ça, mais évidemment, bien sûr. Donc, et c'était bizarre, c'est-à-dire qu'on doit dire un grand merci à BFM d'avoir tourné en boucle sur nous. Du vendredi soir au dimanche soir, tous les week-ends. Eux, c'était pour nous débiner, mais ils nous ont tellement mal débinés que ça a très bien marché. En fait, les images qu'ils montraient étaient spectaculaires. Les gens qu'on a envoyés sur les plateaux, enfin que eux ont trouvé à mettre sur les plateaux, il y en a plein qui s'en sortaient mieux que bien et qui du coup ont rallié beaucoup de gens à notre cause. Ils ont été pris un peu à leur propre piège. Mais jamais filmé un seul atelier constituant. Non, mais ça évidemment. Mais rentrer dans le détail de ces choses-là, c'est pas leur truc, ils y comprennent rien. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Mais tout ça pour dire, on s'est fait insulter, on n'a pas aimé, et on a dit non, nous on veut prouver qu'on peut gérer notre pays, que si demain, si les Gilets jaunes prenaient l'Élysée, parce que c'était dans l'air, c'était pas dans l'air que ça arrive, mais c'était dans l'air que beaucoup de gens auraient aimé que ça arrive. En fait. C'était une discussion. Voilà. Et en fait, on n'était pas totalement démunis. On avait des experts avec qui travailler, on avait des gens sérieux avec qui travailler, des gens qui savent mener des projets, qui connaissent leur pays et qui sont reliés à plein de groupes, plein de collectifs. Il y avait aussi, parce qu'entre-temps, le Covid avait démarré, donc il y avait le personnel soignant. On avait beaucoup de liens avec le personnel soignant. Du coup, on savait ce qui se passait dans tous les hôpitaux. On avait le nombre de morts Covid en réa en direct dans les hôpitaux où travaillaient les gens avec qui on était. On regardait les médias, on racontait n'importe quoi. En fait, c'était complètement l'inverse. Et donc, on est allé jusqu'au bout pour montrer qu'on n'était pas des pécores, qu'on n'était pas à la caricature de ce que les gens disaient de nous, de ce que ces médias-là disaient de nous, et qu'on pouvait aller au bout, et qu'on pouvait tout à fait défendre notre programme dans le cadre d'une campagne présidentielle, en espérant que les gens se disent « Non mais attends, le petit gars là, inconnu, là, qui bosse depuis 2 ans avec d'autres gars inconnus sur un programme, mais son programme, il est 10 fois mieux que les 5 couillons que je vois en boucle à la télé, où c'est évident qu'ils n'ont pas bossé, que c'est que du blabla, du positionnement, positionnement produit. » Et de la connivence. Eux, ils sont sincères, ils ont de l'allant, ils ont réfléchi à leur truc. Ce qu'ils veulent, ça tombe bien, moi je le veux aussi. Tiens, ils parlent de RIC en toute matière, qu'est-ce que c'est? Je vais aller jeter un œil.
Et le but, c'était d'aller jusqu'au bout. On a fait une grande réunion de tous les candidats citoyens. Il y a eu un appel à la fin de ça. On était 22 à Montpellier. Il y a eu un appel à la fin de ça qui est motivé pour former un groupe de candidats citoyens et travailler ensemble à un programme commun de tous les candidats citoyens. Sur 22, il y en a 18 que ça n'a pas intéressé. On s'est retrouvés à 4. On s'est enfermé un week-end. On a comparé tous nos programmes. On a refait un programme commun. Et là, ils ont dit, les 3 autres, bon, il faut qu'on désigne un candidat commun. Vous êtes sûr? Parce que là, on est mi-février. Ça n'a aucun sens. Et ben, on a fait une réunion. Ils m'ont désigné candidat commun. Moi, j'ai dit, bon, je suis candidat commun, mais bon... ma femme, Il reste 2 mois, quoi. ma femme accouche dans 1 mois et demi. Les parrainages, c'est dans 2 semaines que ça s'arrête. On n'en a aucun. Donc, bon, je veux dire, voilà. C'était pour montrer, en fait, qu'on était parfaitement en mesure... pas forcément de respecter des délais, mais d'aller tout au bout du processus, parce qu'il y avait ceux qui nous traitaient d'abrutis, et il y avait aussi tout le peuple des Gilets jaunes, le large peuple des Gilets jaunes, qui disait à ces figures, faites quelque chose, unissez-vous, allez au bout, montrez-nous le programme commun, faites un programme, allez-y. J'ai l'impression que c'est un discours qui existe encore, hein. Peut-être plus chez le peuple des Gilets jaunes qui est moins regardé, mais qui est dispersé. Quand on discute de démocratie, parfois au Café Nexus, quand on parle de RIC, souvent c'est une critique, une remarque qui revient, mais quand est-ce que vous vous unissez tous ceux qui veulent la démocratie? Les souverainistes ont la même réflexion ça va être toutes les 2 semaines. La question suivante, hein, du coup, pour 2027, d'après toi, qui serait ou quels seraient les collectifs ou le candidat qui va défendre le mieux la démocratie, le RIC, qui permet... Parmi les vrais candidats qui auront 500 Parmi tous ceux qui vont faire acte de candidature. Voilà, même des candidatures très médiatiques. Parce que moi, de ce que j'ai entendu de candidatures qui n'iront pas au bout, il y a Juan Branco. Tu m'as dit avant les... Il ne s'est pas présenté, hein, il est pas encore. Il est encore en train de chercher. Sur les réseaux, il va, j'y vais pas. C'est un secret de polichinelle, je pense. Il construit quand même de plus en plus une présentation. Oui, complètement. Ouais. Il a rédigé un programme complet. Oui, voilà, il a un Discord par département avec des mecs dedans qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Ça, c'est ce que m'ont dit les gens qui sont. Après, qui il sont attend dedans. peut-être les parrainages, hein, parce que c'est quand même un gros tournant. Les parrainages. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Après, il attend peut-être les parrainages, hein, parce que c'est quand même un gros tournant. Les parrainages, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle des parrainages, parce que c'est un sujet en soi. Plutôt les candidats et le RIC, en fait. Tu m'as appris que Clara Heger allait... Il nous reste à peu près 10 minutes. Que Clara Heger allait remettre le couvert pour le RIC constituant. Enseignante en sciences politiques et qui a fondé Solutions démocratiques. Voilà, et c'était Espoir RIC. C'était un mouvement en 2022. En 2022. On la connaissait puisque son mari était notre ministre de la transition démocratique dans notre gouvernement alternatif. Raoul Maniberton. Donc on avait rencontré le couple à ce moment-là. Ils sont très intéressants sur certaines choses. On a nos désaccords qui ont été largement publics à l'époque. Il y a des débats, si ça amuse les gens de les retrouver. On s'est écharpé sur le bloc constitutionnel, l'importance de l'Europe. On s'est écharpé sur sa vision de l'économie et aussi sur une certaine vision qui n'est pas spécifique qu'à Clara Heger, hélas, qui est quand on a une bonne idée, et le RIC constituant une excellente idée, moi je le défends évidemment, donc je peux certainement pas dire le contraire. On peut dire c'est la base, mais c'est une des bases. Et le problème, c'est quand on prend une idée comme ça et qu'on dit non, c'est pas une des bases, c'est pas un truc important, non, c'est le truc qu'il faut faire en premier, rien d'autre ne vaut la peine, c'est ce truc-là d'abord, tout le reste après, en vrac, et d'ailleurs ça ne nous intéresse pas, puisque la seule chose qui nous intéresse, c'est ce truc-là qui est la martingale absolue, la réponse à tous les problèmes. Quand on tombe là-dedans... Alors après, moi, c'était ma vision de leur campagne en 2022, et je pense m'en souvenir assez bien. Peut-être que ça a évolué en 2027, je le souhaite. Dans quelle mesure est-ce que, justement, quand on promeut le RIC, une question pour tous les deux, dans quelle mesure est-ce qu'on doit être tout de suite capable, ou pas, d'accepter qu'en fait, la politique ne va sûrement pas aller dans... soit nos valeurs, soit notre opinion, parce qu'on laisse le référendum, mais ça se trouve, rien ne va aller dans notre sens, ou à moitié, etc.
Je pense que ça dépend beaucoup du cadre, de l'échéance, de l'échelle dans laquelle on discute. Si on discute, par exemple, dans le cadre des Je dis pas ça dans ce cadre-là, mais ça fait partie. Non, mais par exemple, dans le cadre des municipales à l'échelle locale, un RIC municipal, ce sera pas forcément un RIC constituant qui, lui, est beaucoup plus à l'échelle nationale, mais ce sera un RIC qui va peut-être se fonder à partir d'une constitution locale et à partir de groupes qui vont travailler dans une commune. Donc là aussi, ça dépend de la taille de la commune, du nombre de citoyens. Si là, on parle des présidentielles, peut-être qu'on va beaucoup plus parler de la Constitution, de comment on la réécrit, donc du RIC constituant, de la matière constituante, et de quelle stratégie on peut avoir sur les échéances électorales. Et puis, il y a en dehors des élections, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus cette espèce d'engouement citoyen pour le fait d'aller élire un chef. Et là, il y a toute la stratégie des ateliers constituants, de faire des votations citoyennes aussi, de faire un peu d'éducation populaire. Donc il y a plusieurs échelles, plusieurs stratégies, plusieurs échéances, et vraiment plusieurs moments pour bien comprendre que oui, ils nous le donneront pas. Ça, il me semble avoir déjà entendu le mercredi soir sur Nexus. C'est pas un outil qu'on va obtenir tout cuit, qui va nous tomber. C'est un outil qui va venir parce que des millions de citoyens vont s'en emparer à plein d'échelles différentes, à plein d'échéances différentes. Ils vont se former et petit à petit, une fois qu'on sera beaucoup plus nombreux dans le corps électoral à être conscient de comment il peut s'instaurer, ça va venir assez, pas automatiquement, mais assez naturellement. On va avoir beaucoup plus d'exigences pour les candidats, beaucoup plus d'exigences pour les structures, beaucoup plus de contradictions, je ne sais même pas comment le dire, par rapport à la Constitution actuelle qui... moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Étienne Chouard, qui n'est pas une constitution, en fait, qui est une espèce d'anti-constitution, parce qu'elle vole à peu près partout les pouvoirs aux citoyens. Et en ce qui concerne les différentes matières, une fois qu'on a un référendum d'initiative citoyenne, qu'est-ce que c'est ? Quel est cet outil ? Comment on s'en sert ? Donc c'est un vaste chantier et ça dépend vraiment beaucoup de à quel endroit on regarde. Moi, c'est vrai que la stratégie de Clara Egger et d'Espoiric en 2022 pour les présidentielles, de militer pour une proposition de loi constitutionnelle, et ce qu'elle va a priori refaire en 2027, je pense que c'est intéressant au niveau médiatique parce que ça fait parler de propositions de loi constitutionnelle. Ça fait éclair ça maintient le feu du RIC d'une échéance à l'autre. Mais bon, enfin, le feu du RIC, pour moi, il est présent en tout le monde. C'est-à-dire que les sondages au début des Gilets jaunes, c'était 80% de soutien. Tout le monde savait que la revendication principale était le RIC. C'était l'intelligence spontanée de cette masse de Gilets jaunes de savoir prioriser les choses, de ne pas se perdre non plus dans 150 revendications contradictoires et de dire, OK, on n'a pas envie de s'étriper entre nous, donc notre point d'accord principal, pas le seul, mais le principal, ce sera d'instaurer le RIC et après, on se comptera. Après, on verra qui gagne, qui perd. Mais au moins, bien sûr. Au moins, ce sera fait. Et ça, c'est toujours dans l'esprit des gens. On en parlait tout à l'heure, on disait, il n'y a pas de RIC dans les grands médias. Enfin, dans les médias qui nous coûtent cher. Ni dans les programmes des grands partis. Moi, je dis les médias surpayés. Les médias surpayés, mais quand aussi... on a 5 millions à minima par l'État... Nous, on a fait une émission spéciale RIC, entre guillemets, où il y avait des débats sur les sujets et aussi des émissions spéciales. J'invite les gens à aller voir. Il y a eu des émissions spéciales où on débattait du RIC plus précisément avec des gens qui représentaient des groupes qui avaient réfléchi aussi, qui avaient chacun leur version du RIC. Ou d'une nouvelle constituante. On traitait ça aussi en même temps. On n'a pas pu faire de vraies émissions techniques et longues sur le tirage au sort. Ça, j'adorerais. Évidemment, il y aurait Étienne et puis il y aurait un certain nombre vous le souhaite pour l'année prochaine. D'autres personnes. On va certainement s'organiser ça l'année prochaine. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Mais tout ça pour dire, le fait référendaire, il est dans le cerveau reptilien de tout le monde. Je disais que la France a une tradition référendaire. Alors on va me dire, oui, le plébiscite de Napoléon Ier et de Napoléon III, c'est pas vraiment un bon exemple. Après, les mauvaises langues disent qu'il a truqué les chiffres pour passer de 78% à 97%, mais que quand même, il y avait 78%. Quoi. Voilà. Et il y a eu quand même relativement, à la Ve République, des référendums. Il y a eu les référendums gaullistes, enfin gauliens, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Après, il n'y en a plus eu beaucoup. Ensuite, on nous a quand même demandé notre avis pour le quinquennat. Et ensuite, on nous a demandé notre avis pour 2005. C'est pour ça que... Et du coup, ça a énervé tout le monde. Et c'est le résultat des Gilets jaunes. C'est la crise de 2007. On n'a plus un rond. Qu'est-ce qui se passe ? On est la 7e puissance du monde et je peux même pas emmener mes gamines dans le camping le plus dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé les 10 dernières années ?
Et 2005, le référendum, c'est-à-dire, et en plus, quand je vote et qu'on me demande mon avis, on s'assoit complètement dessus. Donc là, sentiment d'impuissance et d'invisibilisation totale, c'est cette petite mixture-là qui a lancé les Gilets jaunes. Mais on disait, il n'y a pas de RIC dans les grands médias, il n'y a pas de RIC dans les grands partis, mais il n'y a pas tant de RIC que ça sur les médias alternatifs. Ah, intéressant. Toxin a créé cette émission et on a eu des remarques disant... J'ai Léo Giraud, notamment, qui m'a dit « J'ai un peu regardé ton émission, ça parle pas beaucoup de RIC. » Je lui ai dit « Non, mais ça, le but n'est pas de parler du RIC dans le vide, sachant qu'on n'a pas le pouvoir. C'est bon, on en a parlé, on en a tous parlé. Il y a des archives à ne plus savoir quoi en faire. » Léo Giraud qui fait partie du mouvement constituant populaire. Voilà, là, on en reparle aujourd'hui et c'est très bien qu'on arrive à rentrer dans des détails et tout ça. Mais... les gens se disent, enfin le français moyen, le gilet jaune moyen se dit, ok, moi je suis impatient qu'on me demande mon avis, mais c'est pas pour autant que j'ai besoin qu'on me le répète toutes les semaines. Je sais que c'est ça que je veux. Et je pense que voilà, c'est dans la tête de tout le monde et c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Le citoyen qui pense que le RIC sert juste On arrive sur la à fin, ce qu'on demande notre avis, il oublie la partie dans RIC, la partie IC, initiative citoyenne. C'est aussi bien poser sûr. la question. C'est Bien sûr. les référendums, le fait référendaire en France, c'est une tradition de référendum présidentiel. Top Ça down. m'ouvrait un peu sur ma dernière question sur Voilà. quel serait, parce que on a mentionné Juan Branco dans son programme, lui, il parle d'un RIC en toute matière, mais avec une possibilité de veto présidentiel. Toi, quelle serait ta matière de RIC préférée et comment tu le structures finalement, ton RIC évidemment, idéal? Le révocatoire a ses charmes, évidemment, si tu veux, immédiat, tu vois. Compris avec Et de faire des exemples, c'est-à-dire, tiens, t'as fait n'importe quoi, tu dégages. La fin de ton mandat, c'est dans 2 ans, je m'en fiche, tu dégages. Et t'as la honte, tu te tapes la honte. Gros succès, le révocatoire. T'as été impeaché par ta commune, vas-y, dégage et ne reviens jamais. Voilà. Ça pourrait faire des exemples assez sympathiques. Et alors, révocatoire lié à des mandats impératifs? Alors, les mandats impératifs, c'est autre chose. C'est compliqué, hein. Très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de fans du mandat impératif, j'en connais, je respecte leur point de vue. Je pense que c'est très compliqué. Très compliqué, parce que ça veut dire qu'il y a évidemment qu'il faut une marge de tolérance. Forcément. Donc, qu'est-ce qui définit la marge de tolérance? Comment est-elle définie dans la loi? Quels sont les mots qui définissent cette marge de tolérance qui fait qu'elle sera 100% et donc on fera ce qu'on veut parce que la jurisprudence dira non mais en fait c'est bon, il fait ce qu'il veut tant qu'il respecte vaguement l'esprit du truc, c'est bon. Ou alors ce sera non mais t'as dit que tu enlèverais cet impôt. Certes, mais j'avais pas les finances de la ville en fait avant d'être élu. Et il se trouve que le précédent maire, il nous laisse une dette cachée de 35 millions. Donc quand j'ai pris la dette cachée de 35 millions, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je l'attaque au tribunal. Oui, on va lui mettre une amende. Et oui, il sera inéligible. D'accord, mais en attendant, j'ai un trou de 35 millions. Donc je peux pas l'enlever votre impôt. Ah bon? Alors c'était un mandat impératif. Tant pis, tu dégages. Attends, On te révoque. Non, moi ça j'ai du mal avec ça. Et puis en plus il y a un aspect, voilà, tu votes pour un représentant une fois qu'il est lancé, tu votes pour qu'il ait accès au dossier. Donc c'est pas pour qu'il prédéfinisse tout. Puis en plus on ne sait pas quelle sera la situation dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans. Il faut avoir un minimum de flexibilité. Vas-y. Non, j'allais conclure cette émission puisqu'on arrive à la fin du temps qu'on s'était donné. On a fini les questions principales. Principalement, oui, je pense. On refera une émission si tu es encore dans le coin. Avec plaisir, les amis. Avec plaisir, on est bien reçus. C'est un plaisir et il y a encore énormément de questions qu'on n'a pas pu soulever. Je voulais effectivement qu'on parle plus des parrainages, tu en as parlé tout à l'heure, parce que justement c'est intéressant de quelqu'un qui a été justement jusqu'au bout de ce parcours de campagne. Si, ça me fait Alors attends, ouais, et il y en avait une, on pourra conclure là-dessus. Et aussi de reparler comment est-ce qu'on développe aussi l'esprit RIC au quotidien. Parce que nous on le fait un petit peu dans les cafés Nexus, mais est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il faut juste attendre qu'on nous donne le RIC ou est-ce qu'on a le droit déjà de s'entraîner? Donc il y a plein de questions qu'on pourra faire. Il y a des ateliers. On verra ça dans 60 jours. Je veux juste faire un peu de pub à Alexandre Jardin qui le mérite pour le coup, parce que son système peut-être fonctionner, en tout cas donner envie aux gens de voter. À François Boulot pour Praxis. Et aussi à mon ami Fred Bascugnana pour le PIC. J'invite les gens à aller voir le PIC. Paris de l'intelligence collective, dont je fais partie, qui sont des grands partisans du RIC, et pas que. Il y a l'idée d'une gouvernance collective, il y a beaucoup de tirages au sort là-dedans pour refonder complètement la démocratie. Évidemment, les gens diront ça ou tel aspect, je suis pas... Parce que
Voilà, on peut pas forcément être d'accord avec tout, mais c'est très très intelligemment conçu et j'incite tout le monde à aller jeter un œil à ça. Du coup, à la rentrée, des émissions ateliers constituants sur Tocsin aussi Pourquoi pas? En fait, on est en train de définir les contours de l'émission de débat de la rentrée, enfin de la saison prochaine. Vous reprenez quand? On reprend fin août ou début septembre. On sait que l'élection présidentielle va diriger beaucoup de choses, hélas, et elle va commencer dès septembre, c'est clair et net. On peut dire qu'elle a presque déjà commencé. Bien sûr, mais dans le débat public où des sujets vont s'imposer, à ce moment-là, nous, en tant que médias et en tant qu'animateurs d'une émission... Même pour des chaînes comme Tocsin, tu penses? Oui, alors en fait, on prévoit à nouveau une émission hebdomadaire, donc on va dire, il y en a... Pas sur les présidentielles. Non, on ne sera pas collé à la présidentielle, mais l'idée sera quand même d'organiser des débats sur les débats importants qui surgiront à l'occasion de cette présidentielle, et on ne peut pas les prévoir dès aujourd'hui. Est-ce que c'est pas faire le jeu du système? Non, parce qu'on va les traiter comme nous, avec à la Tocsin. Non, mais tu vois, il y a des débats qu'on a traités qui étaient dans l'actu au dernier semestre et dont on s'est emparé pour faire un RIC Tocsin parce que on savait que c'était pas dans l'actu par hasard, tu vois, et que effectivement beaucoup de gens se sentent concernés par ça et donneraient bien volontiers leur avis si on le demandait. Donc il y aura des émissions je présume, parce qu'on est en train de faire les contours, il y aura des émissions de fond, il y aura des émissions qui colleront à l'actualité chaude de la campagne, et dans les émissions de fond, la démocratie directe, évidemment, moi, tout le monde sait que c'est une de mes marottes, et à Tocsin on aime beaucoup ça aussi, donc ça en fera partie évidemment. Des ateliers constituants à venir avec tous les acteurs. Voilà, pourquoi pas, on peut discuter de tout ça, et puis je veux dire, on reparlera du RIC, c'est sûr, on parlera tirage au sort parce que c'est très très important. Et voilà, rendez-vous à la rentrée sur Tocsin. On rappelle, n'oubliez pas le magazine. On peut finir brut comme ça, mais d'abord, on finit d'abord en remerciant notre invité d'être venu, d'avoir pris le temps là-dessus. Merci Effectivement, beaucoup, on hésitait entre faire 30 minutes ou 1 heure, on aurait pu faire 2 heures sur ces thématiques-là. Et c'est important effectivement de pouvoir en parler pour aussi stimuler que les gens puissent aussi en mettre en débat de famille ou n'importe quoi. Donner des billes. Voilà, donner des billets, exactement. Merci Fabrice Grémel et bon courage pour le plaisir est pour moi. Pour la prochaine reprise. Emma, merci de Vigimedia, on le rappelle, merci d'avoir été là pour cette première, et voilà, on espère pouvoir en faire aussi toute l'année probablement, et faire que ça fasse des passerelles et des parallèles entre nos travaux respectifs. Et tu l'as rappelé, le magazine Nexus qui est en kiosque, n'hésitez pas à venir. Les cafés Nexus, c'est tous les premiers samedis du mois. Voilà, il y en a aussi en août, il y en a en septembre, 14h, 18h, au 14 rue de Pâté pour ceux qui veulent venir. Et on vous aide à organiser, voilà, dans le 13e, on vous aide à organiser vos propres ateliers. Il y en a qui arrivent mi-septembre sur Marseille. Restez connectés sur les réseaux sociaux de Nexus. Voilà, merci à tous, à bientôt. Au revoir.